Nos ancêtres africains étaient des cannibales. La preuve avec ces images. Certainement, vous seront familières. Celle-ci. Ou encore celle-ci. Ou encore une image comme celle-ci. Vous voyez? Et justement, les personnes qui font la cuisine sont en général des personnes noires, ou en tout cas au teint foncé. Et celles qui sont en train d'être cuisinées le plus souvent sont des personnes blanches. En général, des explorateurs, des missionnaires. D'ailleurs, une preuve supplémentaire que nos ancêtres étaient des cannibales. Nous allons regarder cette vidéo. En 1972, le Premier ministre Pierre Messmer assume cette politique de colonisation de peuplement. Il écrit « La présence française en Nouvelle-Calédonie ne peut être menacée que par une revendication nationaliste des populations autochtones. À court et moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer, Réunion, devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. » Plus concis, le maire de Nouméa déclare « Il faut faire du blanc ». Pendant ce temps, les Kanaks s'organisent politiquement dans le Parti de libération kanak et dans le mouvement des foulards rouges. Ils revendiquent leur identité culturelle, notamment au moment du grand festival mélanésien, qui a été organisé par un certain Jean-Marie Tjibaou. Si nous voulons faire Mélanésien 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nos hommes se sont rendus maîtres du terrain, non sans avoir eu à affronter un fort parti d'indigènes. Bah, ils ont pas l'air tellement méchants pour des gars qui passent leur temps à se bouffer entre eux. À cette époque, Dans cette vidéo, en fait, j'attire votre attention sur la dernière phrase. Le fait qu'il parle de ces indigènes qui se mangeaient entre eux, donc forcément des indigènes pratiquant l'anthropophagie ou cannibalisme. Et vous savez quoi? Cette affaire de cannibalisme de nos ancêtres a des points communs, ou en tout cas un point commun central, avec l'arrestation récente de Kémy Séba et sa libération il y a quelques jours. Et donc, si vous voulez découvrir le lien caché entre cette affaire de cannibalisme en Afrique précoloniale et coloniale et l'affaire de l'arrestation de Kémy Séba en France, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Afrique Libre et Prospère. Je m'appelle Mansayem et je suis l'auteur du livre Africain et fier, disponible sur Amazon, et qui traite de notre identité africaine authentique et de la restauration de notre véritable histoire. Et justement, en parlant d'identité africaine authentique, je vous offre en cadeau, en dessous de cette vidéo, une liste de près de 200 prénoms africains que je vous invite à aller découvrir pour le plaisir, ou même si vous voulez une inspiration pour donner des prénoms africains à vos enfants ou prendre un prénom africain pour vous-même. Le lien en description pour découvrir la liste offerte gratuitement. Allez, entrons dans le vif du sujet. Et comme je le disais en introduction de cette vidéo, les accusations ou la réputation de cannibalisme qui colle à la peau des peuples africains ou des peuples mélanisés à travers notre histoire est aussi vieille que la rencontre autour du 15e siècle entre les peuples africains et les peuples européens. Nous allons voir cela à travers une archive historique, un livre écrit au 18e siècle par John Atkins. Donc John Atkins qui a vécu de 1685 à 1757 et qui fait paraître son livre en 1735, donc exactement au 18e siècle. Et dans ce livre qui s'intitule Voyage to Guinea, Brazil and the West Indies, malheureusement je n'ai pas pu trouver de version française, donc je vais traduire au fur et à mesure de la lecture. Je vais traduire en français au fur et à mesure de la lecture. John Atkins dit ceci à la page 122 de son livre. Et pour un peu d'éléments de contexte, à ce niveau de son récit, il est en escale à Ouida, qui est aux alentours de l'actuel Bénin. Donc, vers la fin, en bas, au dernier paragraphe de la page, il dit ceci. Captain Neil Graves' account leads me to still a little farther on his suggesting these conquering Dahoms to be men-eaters. Donc, capitaine Snellgrave, qui est un Britannique avec qui John Atkins est en train de discuter, est en train de suggérer à John Atkins justement que les peuples de Dahomey, qu'il appelle ici Dahoms, que les peuples de Dahomey seraient des mangeurs d'hommes, en d'autres termes des cannibales. I beg an inadversion
or two on that head common report has settled cannibals at the several parts of Africa. Dapper, in the Geographical Atlas, says the the Ozicans or Gales in Ethiopia and many of the natives of Kiloa, Melinda, and Mombasa on the east side on the east side of Africa are such, and that human flesh is sold in the shebels. En gros, grosso modo, il dit ici qu'il va un peu s'étendre sur ce rapport commun, comme quoi il y aurait des cannibales dans plusieurs parties de l'Afrique. Il cite ici un livre de l'auteur Dapper qui s'intitule Geographical Atlas, où il dit que les Ozicans ou Gales en Éthiopie et plusieurs natifs des régions de Kiloa, Melinda, Mombasa, tout ceci à l'est de l'Afrique, sont reconnus comme tels, à savoir comme étant des cannibales, des mangeurs de chair humaine. Et que même la chair humaine est vendue dans les shebels. Ici, ça représente les shebels. C'est quoi? Je pense que c'est des sortes de marchés. Ah oui, donc shebels, ça signifie pagaille, c'est vrai, mais ça signifie aussi boucherie, de lieu où les animaux sont tués. Donc ici, il est en train de dire que la chair humaine est vendue dans les boucheries de ces régions en Afrique, de toutes ces régions en Afrique. Et il continue, Gordon, in his geographical grammar, convey it modestly as a report that the kingdom of Luango in South Africa has many cannibals, and that human flesh is in several places is sold publicly in shambles as we do beef and muttons. Donc ici, il parle aussi d'un autre auteur, du nom de Gordon, dans Geographical Grammar, qui rapporte aussi que la région de Luango, c'est-à-dire cette fois en Afrique, dans la partie sud-ouest de l'Afrique, à hauteur de la région de l'Angola, il rapporte ici que qu'il y a beaucoup de cannibales et que la chair humaine est vendue de manière publique dans les boucheries, de la même manière qu'on y vend les moutons, la chair de mouton, la chair de bœuf. Et il continue, date de Kaffel. Bon, vous aurez remarqué, j'ai un peu de mal parfois parce que à l'époque, les lettres S étaient écrites comme la lettre F. Et du coup, aujourd'hui, moi, je vois des F, mais en fait, ce sont des S. Donc, du coup, mentalement, il faut un peu s'adapter. Donc, d'où les petites hésitations. Though abounding with provisions, also are such, and will eat even nasty Otentos, their neighbors, who though accounted the most British people upon the globe in their manners and feeding, are at the same time excused by all travelers so inhuman as custom. Donc, et là il parle des cafres comme étant aussi des cannibales, et puis les cafres qui iront même jusqu'à manger les Otentos, leurs propres voisins. Et plus loin, il dit Bosman reports the same in Drewin. Donc, Bosman, qui est un autre auteur, rapporte la même chose dans son livre Drewin. Donc, jusque-là, avec le livre de Bosman, du nom de Dewin, il a cité ici un certain nombre d'ouvrages de l'époque, écrits par des explorateurs de l'époque, qui rapportent que dans toutes ces différentes parties de l'Afrique, ces peuples sont des cannibales. Et plus loin, page 124, John Atkins revient directement à sa conversation avec le capitaine Snellgrave, qui lui raconte un épisode justement de cannibalisme auquel il a assisté personnellement, d'après ses dires. Et donc ici, page 124, il raconte ici cette anecdote en disant « This gentleman, by an invitation from the king of Daum or Dahomey, went in company with some others of the factory from Shaquin to pay him a visit at his camp, 40 miles island. » Donc, le capitaine Snellgrave, par invitation qui lui a été adressée par le roi du Dahomey, est allé jusqu'au lieu appelé Shaquin, accompagné de certaines autres personnes, pour visiter ce camp qui se trouve à 40 miles
Donc une visite à peu près à 40 miles, c'est-à-dire environ 60 km à l'intérieur des terres. There, he was an eyewitness of their human sacrifices. Captives from the kingdom of Andhra, Ouida, Chufoy and other conquests. Donc là-bas, ce capitaine Snellgrave qui avait été témoin oculaire de leur sacrifice humain, à savoir des captifs faits par le roi du Dahomey, des captifs venant des autres royaumes, à savoir les royaumes de Andhra, les royaumes de Ouida, Chufoy et d'autres territoires conquis. The king chose them out himself. The first victim I saw, says he, was a well-looking man of 50 or 60, his hand tied. He stood upright by a stage 5 foot from the ground. Et le capitaine Snellgrave continue de raconter que la première victime a été choisie par le roi du Dahomey lui-même, à savoir un bel homme d'environ 50-60 ans, les mains attachées et qui se tenait debout près d'une estrade. The fetisher or priest, laying in his hands on the head, said some words of consecration for about 2 minutes. Then, giving the sign, one behind him, a broadsword hit on the nape of his neck and carried off the head at one blow. The rebels giving a shout. Donc, le féticheur ou prêtre pose sa main sur la tête de la première victime, dans le monsieur de 50-60 ans. Il dit quelques mots en forme d'incantation pendant environ 2 minutes. Donne le signe, fait signe au bourreau qui sort une grande épée et qui frappe la victime au niveau de la nuque. C'est comme ça qu'il lui coupe la tête. Others of these captives he made his servants and souls for slaves. Et il termine l'histoire en disant que les autres captifs de ce roi de Dahomey, il en a fait des serviteurs et pour d'autres, il les a vendus en esclavage. Donc voilà un peu l'histoire rapportée par le capitaine Snellgrave aux oreilles de l'auteur du livre John Atkins sur le sujet du cannibalisme. Et les accusations de cannibalisme vis-à-vis des peuples africains ne sont pas arrêtées au XVIIIe siècle, au moment de la sortie de ce livre, ou même avant, mais a continué même jusqu'à une période très récente, avec notamment cette affaire en Centrafrique que je vais partager avec vous en vidéo. Archives d'Afrique a été une initiative venue de l'aventure d'un jeune journaliste reporter d'images qui traversait le continent de part en part et qui dans chaque pays se rendait compte que les jeunes ne connaissaient pas l'histoire de leur continent et qui à chaque fois lisait des choses souvent fausses sur nos pays. Je prends toujours cet exemple de Bokassa que l'on présentait comme un cannibale et qui avait été présenté comme celui qui avait mangé ses compatriotes avec du plantain, c'était de la chair humaine fourrée au plantain. Et on avait fait faire une interview à son cuisinier qui, d'après Paris Match, parce que je cite toujours le journal, le magazine, qui d'après Paris Match était celui qui faisait cette viande humaine et servait à ses invités. Ça avait été diffusé. Et la curiosité m'a fait me demander comment on peut manger de la chair humaine. Est-ce vraiment faisable? Et moi je suis bantou. J'avais jamais entendu dire que les bantous avaient déjà mangé de la chair humaine. Seulement pour l'occidental en disant ça, ça faisait de nous des anthropophages, des sauvages qui se mangeaient encore entre eux. Et je suis allé rencontrer ce cuisinier qui était... Voilà. Bokassa, dirigeant de Centrafrique dans les années 60, 70, accusé de cannibalisme. Et cela est même publié dans des magazines français du style de Paris Match. Ce qui prouve que justement, ces accusations, cette réputation des Africains comme étant des peuples sauvages et cannibales, non seulement a commencé et s'est étendu depuis le 15e, 16e, 17e siècle, mais a même continué jusque dans des temps plus récents, comme les années 70. Et on va même encore plus loin avec une analyse d'une auteure d'un livre intitulé Capital et race, qui dans son ouvrage réussit à mettre en avant justement cette image du cannibale et ce que cela représente justement dans l'imaginaire des Occidentaux qui ont toujours associé cette idée de cannibalisme, de consommation de la chair humaine avec les peuples qui sont venus coloniser, notamment les peuples africains. Regardons ensemble dans cette vidéo ce que cet auteur du livre Capital et race dit à propos du cannibalisme des peuples africains et plus généralement des peuples non blancs.
Il s'agissait véritablement de repenser ce capitalisme mercantile qui veut qu'il ne revient qu'à l'occidental, donc à l'américain blanc, de pouvoir domestiquer cette terre que d'autres veulent venir prendre, ces nouveaux cannibales contre lesquels il faut ériger un mur de protection. Et aujourd'hui, que reste-t-il de cet apparent populisme de Donald Trump? Essentiellement la rhétorique raciste. Et nous avons été à ce point immunisés, il y a une telle normalisation de ce discours raciste, que lorsqu'il parle des mauvais gènes, des gènes néfastes de ces immigrants, lorsqu'il parle de la contamination du sang de l'Amérique, lorsqu'il parle des Haïtiens qui apportent des maladies et qui mangent les chats et les chiens, il y a une volonté presque d'en rire, comme si c'était une espèce de nouveau Beppe Grillo, vous savez, cette espèce de bouffon qui ne croyait pas vraiment au racisme qu'il suscite, sans penser que l'ensemble de ces stimuli racistes, une fois de plus, construisent ce nouveau cannibale, cette figure mythique de celui qui va venir vous trucider dans votre sommeil et vous prendre votre petit capital. Et plus que jamais, j'en parle dans les livres parce que c'est important, l'une des nouvelles modalités du capitalisme, c'est le capital racial. C'est-à-dire cette idée sur laquelle il y a des jeux de spéculation, de surinvestissement, il y a une certaine forme de matérialisation de ce que serait l'identité blanche, à laquelle certains hispaniques peuvent venir s'identifier, mais qui fondamentalement gardent certaines frontières intangibles. Et donc la nouvelle frontière du capital, c'est celle qui permet de dire qu'il y a le bon capitalisme occidental contre le capitalisme détestable des Chinois, ce peuple de couleur qui veut nous prendre notre hégémonie commerciale dans le monde. Donc là, le protectionnisme sera nécessaire et que ces masses de travailleurs, de populations en surplus que le capitalisme a produites et qui se rassemblent à la frontière sud doivent être maintenues parce qu'ils sont y compris trop nombreux pour pouvoir être décemment exploités. Merci Sylvie Laurent. Merci à vous. Et je rappelle donc que votre livre Capital et race, Histoire d'une hydre moderne, est disponible aux éditions du Seuil. Donc, l'auteur de ce livre s'appelle Sylvie Laurent. Le livre s'intitule Capital et race. Et voilà un peu comment elle réussit à ramener cette image du cannibalisme ou du cannibale à la lumière de l'approche du capitalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire de nos jours. Ce qui nous permet en quelque sorte de commencer à comprendre pourquoi de telles accusations de cannibalisme ont été répandues comme ça vis-à-vis des peuples dominés par les Occidentaux et en particulier les peuples africains au fil de l'histoire. Ce début de réponse vient dans le fait qu'elles le traduisent par cette espèce de rejet raciste de l'étranger. Donc on accole à cet étranger des critères du style cannibale, les critères dégradants pour pouvoir mieux le rejeter. Et pour aller même encore plus loin, cette accusation de cannibalisme permet de discréditer la personne qui est ainsi accusée de cannibalisme, mieux de le déshumaniser, afin justement de pouvoir lui faire un peu n'importe quoi. Autrement dit, en traitant ces personnes ou ces peuples de cannibales, de sauvages, limite même d'animaux parce qu'ils se mangent entre eux, parce que la pratique cannibale est assez répandue dans le règne animal, c'est une manière justement de les déshumaniser afin de commencer déjà à justifier le mal que ces Occidentaux, dans leur conquête colonialiste historique, se préparent à leur faire, comme tout ce qui est esclavage, les massacres, l'exploitation. Et lorsqu'il écrit son grand roman, Robinson Crusoe en 1719, qui se présente comme un récit véridique, il offre à la modernité occidentale une parabole merveilleuse d'un homme, un marin anglais, un puritain, échoué sur une île. Il est seul. Et cette idée de la solitude de l'homme occidental qui, à partir de rien, crée une île prospère, merveilleuse, où il va survivre pendant des années, est une espèce de contre-récit absolu de la réalité de ce que dit Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, c'est l'histoire d'un colon qui arrive sur une île dont il perçoit tout de suite qu'elle est peuplée. Il en voit des traces, il en entend des sons, très vite il voit ensuite une empreinte et il est terrifié de la peur des cannibales. Il sait que cette île est peuplée par des indigènes, mais tout de suite, il y a un processus de déshumanisation, ils vont venir lui prendre ce qui est à lui. Et Robinson Crusoe est l'histoire d'un homme qui domestique la nature. Donc il y a une éco-critique extrêmement intéressante qui est faite de Robinson Crusoe. Il tue des animaux, il tue les oiseaux, il fabrique une muraille, il prend des années et des années à se construire un mur pour se protéger des barbares. Et lorsque ceux-là arrivent, mettent le pied sur la plage, eh bien il les extermine. Et c'est un rapport d'extermination aux indigènes qui se met en place. Devais-je tirer sur ces Indiens cannibales, ces sauvages sans foi ni Dieu? Tu ne tueras point, dit la Bible. Mais aussi, quand les justes sont heureux, la ville se réjouit. Quand les méchants périssent, ce sont des cris de joie. L'un d'eux
réchappe du massacre et Robinson Crusoe fantasme immédiatement d'en faire son esclave. Et cet homme qui arrive vers lui, qui immédiatement se met à genoux et met son pied sur sa tête et dit « Maître, je serai votre esclave », cet homme, il va l'appeler Vendredi. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, il devient Vendredi. Merci Sylvie Laurent. Merci à vous. Et je rappelle donc que votre livre Capital et Race, Histoire d'une hydre moderne est disponible aux éditions du Seuil. Donc voilà, avec cette vidéo, une preuve de plus qu'en fait les accusations de cannibalisme étaient davantage, donc je le redis autrement, les accusations de cannibalisme dans les 15e, 16e, 17e, même 18e siècle faisaient partie justement de tout l'arsenal mis en place par les colons européens pour pouvoir déshumaniser, pour pouvoir faire que les Africains, notamment ici, soient vus comme des animaux afin de pouvoir leur faire du n'importe quoi. Et les accusations de cannibalisme étaient l'un des éléments de tout cet arsenal de déshumanisation. Et en fait, puisqu'à différentes époques de l'histoire, ces colonisateurs ont eu besoin à chaque fois de justifier leurs mauvais actes, au départ, la justification consistait à déshumaniser les peuples colonisés, ici en l'occurrence les peuples africains, les peuples noirs d'Afrique, en les traitant de sauvages, en les traitant de cannibales, en les traitant de sous-hommes. Et ça, c'était, comme j'ai dit, depuis la rencontre de ces deux peuples dès le 15e siècle jusqu'au 16e, 17e, 18e siècle. Et en fait, la méthode a juste évolué avec le temps parce que nous savons qu'autour des années 1950-1960, c'est-à-dire au 20e siècle, l'accusation ou le justificatif avancé par les colonisateurs pour faire du mal aux Africains colonisés était de les accuser d'appartenir, d'être communistes, de les accuser d'être communistes. Quand ils se préparaient à assassiner les indépendantistes africains, nos héros africains, l'une des accusations, l'une des choses qu'ils mettaient en avant, c'était de les accuser de communisme, justement. Et cela continue même jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, où l'accusation a évolué et est devenue collusion avec la Russie. Et c'est d'ailleurs de cela qu'on a accusé Kémy Séba. On accuse justement de nuire aux intérêts de la France par collusion avec une puissance étrangère. Nous savons tous que la puissance dont il est question ici, c'est la Russie. Et voilà en quoi justement l'arrestation de Kémy Séba a un lien ou a des points communs avec les accusations de cannibalisme qui étaient propagées au fil de l'histoire. Et voilà comment hier les colons européens utilisaient les accusations de cannibalisme pour déshumaniser les peuples africains afin de justifier, de leur faire tout le mal qu'ils leur ont fait. Donc voilà comment cette accusation a évolué au fil du temps, en passant par des accusations de communisme, pour aujourd'hui se transformer dans des accusations de collusion avec la Russie, toujours pour justifier le mal qu'on se préparait à faire au peuple noir. Comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La méthode est restée la même au fil des siècles. C'est juste le type d'accusation qui a évolué avec le temps. Et vous savez quoi? Le point commun des accusations de Kémy Séba et des accusations de cannibalisme de nos ancêtres ne s'arrête pas là. Parce que, de même que les accusations de Kémy Séba étaient toutes farfelues, la preuve c'est qu'on l'a libéré après quelques heures de garde à vue, de même les accusations de cannibalisme vis-à-vis de notre ancêtre étaient tout aussi farfelues et n'avaient aucun fondement. Je vous le démontre maintenant ici, en reprenant toujours un autre extrait du même livre de John Atkins. Cette fois, à la page 126, il dit ceci. Et là, il parle toujours de sa discussion avec le capitaine Snellgrave. Donc, à propos de cette anecdote rapportée par le capitaine Snellgrave, il dit ceci. Captain Snellgrave was not an eyewitness of this indeed. He says the bodies lay a little while on the ground to drain the blood, and then were carried by slaves to a place high the camp, and laid in a heap. He saw two of these heaps overnight, containing the judge about 400, who had been chose out by the king that morning for sacrifice. Donc là, il dit que le capitaine Snellgrave, en fait, n'a pas été témoin oculaire de ce qu'il prétend, de ce qu'il raconte en prétendant en fait qu'il était témoin. Donc il dit que les corps de ceux qui ont été tués sous ordre du roi du Dahomey ont saigné sur le sol pendant un certain temps, et puis certains esclaves les ont transportés quelque part un peu plus loin, dans un lieu haut placé près du camp. On the next morning, they were gone, and asking the languish what had become of them. He answered, the vultures, ravenous bird very plentiful in the country,
had eaten them. Donc, le lendemain matin, lorsque le capitaine Snellgrave a demandé où étaient passés les corps qui avaient été mis à l'écart près du camp, on lui a simplement répondu que des vautours les avaient mangés. Not satisfied with this answer, seeing nothing remain but blood, we asked for the bones, and then he confessed. The priests had divided the carcass among the people in the night, who had boiled and feasted on them as holy food. The head is for the king, continues the linguist, the blood for the fetish, and the body for the common people. Donc, il continue en racontant, en disant que, non content de la première réponse qui lui a été faite, le capitaine Snellgrave insiste, il demande au traducteur avec qui il discute, il insiste, disant qu'il n'est pas satisfait de cette réponse, comme quoi les vautours auraient mangé ses corps pendant la nuit. Mais il continue d'insister, et on dit ici que c'est là que le linguiste lui répond que le prêtre a divisé les carcasses pendant la nuit, en donnant la tête au roi, en prenant le sang pour lui-même en tant que féticheur ou prêtre, et le corps ou le reste des parties du corps ayant été distribué au reste du peuple. Donc il raconte tout ça pour confirmer en fait que, bien que le capitaine Snellgrave traite le peuple du Dahomey de cannibales, et en racontant l'anecdote, la vérité c'est qu'il n'a même pas assisté, qu'il n'a pas vu de ses propres yeux les habitants de Dahomey manger la chair humaine, qu'il a assisté à une cérémonie où des prisonniers ont été tués, mais ça s'arrête là. Et pourtant, pour ce capitaine Snellgrave, lui s'en foutait, ça lui suffisait pour pouvoir répandre les rumeurs comme quoi les peuples de Dahomey sont des cannibales. Donc il continue, ici page 127, là c'est cette fois-ci John Atkins, l'auteur du livre, qui reprend la parole et qui dit « I make no doubts of the truth of this relation, and yet think the circumstances not conclusive enough to charge the Dahoms as anthropophages. » Donc, c'est à John Atkins dit lui-même qu'en fait, ok, peut-être le capitaine Snellgrave a assisté à une tuerie de certains captifs, mais ces circonstances ne sont pas assez conclusives pour en arriver à accuser vraiment les gens de Dahomey d'anthropophagie, ou en d'autres termes de cannibalisme, c'est plus ou moins des synonymes. Et ici, à partir de la page 127, non seulement il met en doute ce que le capitaine Snellgrave lui raconte, mais en fait il développe en donnant une série d'arguments qui dément les accusations de cannibalisme qui étaient en général répandues dans cette époque vis-à-vis des peuples africains. Donc, premièrement, because the truth depends too much on the linguist, Buteno, a Negro of Mr. Lamb's, brought up at the factory, how well he knew to render the language to our ideas. Donc, ici, première raison, c'est que le récit dépend trop du bon vouloir du traducteur. Ce traducteur qui s'appelait Buteno avait la réputation de souvent donner des traductions pour les rendre assez, comment dire ça, well he knew to render the language to our ideas. Donc ici dans ce long passage que je vais pas traduire de mot en mot, John Atkins explique la fausse traduction du linguiste ici par le fait que, en temps de guerre, pour donner une image terrifiante des adversaires, on peut prétendre que ces adversaires sont des cannibales qui mangent la chair humaine, et que d'autre part aussi c'est une manière aussi de coller aux attentes de ces explorateurs blancs qui parcouraient le pays et qui redoutaient, en quelque sorte avaient peur des peuples autochtones en ayant dans leur imaginaire l'idée que ce seraient des cannibales qui se nourriraient de chair humaine. Or, John Atkins ne croit pas à cette version, non seulement pour cette raison que je viens d'évoquer, mais aussi il n'y croyait pas parce qu'il savait que même les os de ces corps étaient absents. Donc, parce que s'ils avaient été mangés, on aurait eu, je sais pas moi, des restes quelque part qui traîneraient, des morceaux d'os, des morceaux de chair ou de viscères qui traîneraient quelque part, mais il n'y avait rien de tout ça. Donc, pour lui, John Atkins pensait qu'en réalité, ces corps avaient été simplement enterrés, tout simplement, et non pas mangés. Donc, l'hypothèse la plus vraisemblable ici dans cette situation, c'est que ces corps avaient simplement été enterrés et non pas mangés, comme voulait le croire le capitaine Snellgrave, et comme son linguiste, pour le faire plaisir, entre guillemets, lui a laissé entendre. Okay. Et une deuxième raison à laquelle il ne croit pas à cette histoire de cannibalisme de la part des Africains, il dit « A Portuguese who resided there, that spoke their language, and which is very remarkable, had married a holy white
woman born of black parents who had never seen any other color. This gentleman thought highly for the king's policy and generosity, that his sacrifices were a proof of it, that he was just, strictly obeyed, and never eat any human flesh. Et comme deuxième raison ici, il parle d'un Portugais qui vivait sur place et ayant épousé une femme blanche, née de parents noirs, je suppose une albinos, et qui parlait vraiment de manière très positive du roi de Dahomey, contrairement à ce que le capitaine Snelgrave raconte dans son anecdote. Il parle de la générosité de ce roi du Dahomey et de sa politique, que ce roi du Dahomey avait un caractère, une réputation plutôt positive en termes de personnalité, en termes de caractère. Et justement, si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le roi du Dahomey, son nom c'est Agaja Trudeau, le roi dont il parle ici, dites-nous dans les commentaires. En fait, on ne peut pas parler de tout ça ici, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo à part. Ce roi du Dahomey, justement du nom d'Agaja Trudeau, avait une réputation très positive. Dire qu'il a tué ces gens pour les manger après était totalement en contradiction avec la politique ou la générosité de ce roi du Dahomey. Et une troisième raison pour laquelle le John Hopkins ne croit pas à cette histoire de cannibalisme. Donc, en remettant en doute cette histoire, il dit ceci. If the sacrifices were designed for eating, one would think they should have been all young people, not thrown in a heap, which is an objection to their spending well, and how and then I should have expected they would have been prompted by novelty to have tasted a white man. Donc, là, il continue son argumentaire en donnant ici comme troisième argument le fait que si le peuple de Dahomey était si friand de chair humaine, alors on peut penser que pourquoi il ne mangerait pas plutôt les personnes jeunes plutôt que des personnes relativement âgées, comme dans le témoignage où c'était quelqu'un de 50-60 ans. Parce que justement, la viande d'une jeune personne serait plus appétissante que la viande d'une personne plus âgée. Et en plus, d'après ce témoignage, les corps étaient mis en tas, donc heap, ici c'est entassé en fait. Et que si le but c'était de manger ces corps, pourquoi les entasser de manière si négligée? Au contraire, si il était question de les manger après, on les aurait mieux traités, entre guillemets. Un peu comme lorsque on fait du poulet pour le manger, on le déplume dans de bonnes conditions de propreté, on le nettoie et tout, on ne les jette juste pas comme ça de manière négligée en tas. C'est un peu ça qu'il veut dire ici. Et il continue encore en disant, dans la même logique, si c'était si friand de chair humaine, à un moment donné aussi, ils auraient été curieux de goûter, de manger des personnes blanches, donc de goûter de la chair des personnes blanches. Mais eux, ils vivaient justement, lui dans son voyage, il était de passage à Ouida, un territoire du roi du Dahomey. Il y avait des blancs, des Européens qui vivaient là, comme ce Portugais depuis des années, mais aucun n'avait jamais été inquiété. Ok, quatrième argument. If men were thus eat and liked by a nation. Donc cette fois-ci, dans ce quatrième argument, il va au-delà de l'anecdote racontée par le capitaine Snelgrave pour présenter un argument plus général, afin de réfuter le fait que les nations africaines restaient un peu plus haut, étaient des nations cannibales. Donc il dit, if men were thus eat and liked by a nation, there would be less occasion and inclination to sell them us for slaves. Ouais, il dit donc que si la chair humaine était tant aimée parmi les nations africaines, ça signifierait qu'ils préféraient plutôt manger la chair humaine, manger leurs prisonniers, sous prétexte qu'ils aiment tellement la chair humaine, plutôt que de les vendre comme esclaves. C'est ce qu'il dit ici comme argument. Donc, je ne vais pas vous lire tout le paragraphe ici parce que ce serait un peu long. Bref, en gros, c'est l'idée qu'il développe dans ce quatrième argument. Maintenant, cinquième argument. Donc, pareil, je ne vais pas lire l'entièreté, mais je vais juste résumer l'argument ici. Some places reported on the coast to be man-eaters are, by latest account, much doubted, if not contradicted. At Luango, they are found with better manners and mixed with Portuguese. At Cape Saint Mary's, the starboard entrance of the river Gambia
generally said to be man-eaters, were found by our boat's crew as civilized as many people in the whole coast, though their numbers exposed them an easy prey. To this, we may add that all Negro land, by the observation I could make, are very abstemious of flesh in comparison to us, of us. Donc ici, dans ce cinquième argument, il parle du fait que, contrairement aux rapports qui sont faits sur un peuple en tant que cannibale, et les faits, on se rend compte que dans plusieurs endroits, les faits contredisent les rapports de cannibalisme qui circulaient à l'époque. Pourquoi il dit que les faits étaient contradictoires? Parce qu'il prend par exemple le cas de Luango, donc la région de l'Angola, où en fait, dans la vérité, c'est que les peuples sur place en fait avaient de bien meilleures manières que ce que l'on prétend dans ces rapports fallacieux, on va dire comme ça. Parce que par exemple à Luango, sur place, la réalité veut que les populations qui étaient beaucoup mélangées avec les Portugais à l'époque avaient de bien meilleures manières ou se comportaient de bien meilleures manières que celles qu'on voulait laisser entendre en les qualifiant de cannibales. Pareil du côté de la Gambie, à Cap Saint-Marie vers la Gambie. Et à la fin de son argument, il soulève en fait le fait que justement on pouvait même constater qu'en réalité, au sein de ces populations, ceux-ci avaient moins tendance à se nourrir de chair en général. Donc, c'est-à-dire, in comparison with us, donc contrairement à la consommation de viande auprès des Européens, il s'est rendu compte qu'en fait, l'alimentation de ces peuples africains était beaucoup plus composée de grains, de plantes en général ou de produits issus des plantes que de chair. Voilà, et du coup, la logique étant moins friand de viande comparé aux Européens par exemple, sinon pas d'inclinaison naturelle à manger de la chair, cela soutient le fait que justement ils seraient encore moins à manger la chair humaine. C'est en fait ça qu'il veut dire dans son argument. Sixième argument, as slave cargoes are a compound of different nations, it is more than probable they are mixed of these men-eating countries, and therefore on their rising and murdering a ship company, they would have shown us here now a precedent, especially those who believed we were to eat them. Voilà. L'autre argument, qui est aussi un argument plus général ici, il dit, si ces Africains étaient vraiment des cannibales, lorsque dans les navires qui les transportaient de l'Afrique jusqu'aux Amériques, pendant les mutineries qu'il y avait justement, les mutineries qu'il pourrait avoir pendant ce transport, si parmi les Africains qui étaient transportés dans ces navires, il y avait des Africains issus de peuples cannibales, alors ça se serait su. Ça se serait su pourquoi? Parce que pendant les mutineries qu'ils pouvaient avoir, lorsque ces Africains réussissaient à faire une mutinerie et prendre le contrôle d'un bateau, alors forcément, ils auraient mangé la chair humaine, et en l'occurrence ici, la chair des négriers qui les transportaient ainsi aux Amériques. Or, de telles situations, de telles histoires, on n'a pas entendu parler. Autre argument. Men in this horrid practice would, with the distinguishing characteristic of reason about them, be more brutish than any part of the creation. No creature of the greatest ferocity preying upon their own species. Donc ici l'argument consiste simplement à dire, s'il y avait des peuples qui pratiquaient ainsi le cannibalisme, forcément ce seraient des peuples vraiment brutaux ou vraiment cruels. Une cruauté sans pareil parmi la race humaine. Huitième argument. If such custom were taken up to intimidate their neighbors and facilitate conquest, the practice should be more public, not in the night, but day, and openly. Donc, dans ce huitième argument, il dit, si la pratique du cannibalisme avait pour but d'intimider les voisins ou les peuples ennemis, alors il ne pratiquerait pas ce cannibalisme dans la nuit. Il le fera en plein jour, publiquement, afin de faire savoir
à qui veut l'entendre que eux ils sont des mangeurs d'hommes ou des mangeurs de chair humaine. Et là, ils créeraient la terreur chez les voisins ou les peuples concurrents. Et donc ici, page 131, John Hawkins termine son argumentaire contre le fait que les accusations de cannibalisme vis-à-vis des peuples africains seraient juste de la pure fiction. C'est que « What inclines me more to this opinion is » donc ce qui incline davantage à avoir cette opinion, c'est que « That I never saw a flesh market of any sort, though I have been on those at many places on the coast of Guinea, not even among the English, the most carnivorous in the world. But when they do kill, lend it out. » Donc, deuxièmement, il dit, malgré qu'il ait voyagé dans toutes ces côtes de la Guinée, il n'a jamais vu de marché où on vendrait de la chair humaine. Bon, mais au-delà de cette démonstration historique du caractère farfelu des accusations de cannibalisme vis-à-vis des peuples africains, si on revient plus récemment au cas de Bokassa justement, on se rend compte en fait, même l'accusation de cannibalisme vis-à-vis de Bokassa était complètement fausse. Comme le dit Alain Foucault dans la suite de sa vidéo, ici. Et je suis allé rencontrer ce cuisinier qui était censé avoir fait de la chair humaine, qui m'a annoncé qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. Quand je lui ai dit qu'il avait donné une interview à Paris Match, il m'a dit qu'il ne faisait pas de sport parce que pour lui, ça devait être un magazine de sport. Et il n'avait jamais entendu parler de la viande humaine dans le palais qu'il a servi pendant plusieurs années, même si Bokassa n'était pas particulièrement recommandable. Et quand j'ai remonté la filière, je me suis rendu compte que ceux qui avaient payé Paris Match pour diffuser ces informations fallacieuses, c'était ceux-là même qui vendaient les diamants de Bokassa et qui, le moment venu, avaient besoin qu'il soit plus crédible lorsqu'il réclamait son argent. Et accrochez-vous, c'était des dirigeants occidentaux, dont Bernard Tapie, qui a été présenté à Bokassa, et là encore je fais scandale quand je dis ça, mais c'est une vérité, par le président Valéry Giscard d'Estaing. Et c'était ça l'histoire de l'Afrique, Bokassa l'anthropophage. Et je me suis dit peut-être qu'il est venu le moment où le gibier lui aussi doit raconter l'histoire de la chasse. Donc voilà, la vérité c'était ça. Reprendre juste des rumeurs de cannibalisme sur Bokassa pour le décrédibiliser. Donc en clair, nos ancêtres africains n'étaient pas cannibales. Je répète, nos ancêtres africains n'étaient pas cannibales. Ces accusations de cannibalisme étaient juste une stratégie pour les déshumaniser, les déshumaniser afin de pouvoir justifier le mal qui leur était fait. Et malheureusement, la même pratique se perpétue jusqu'à nos jours. Elle prend juste des formes différentes, avec de nouvelles formes d'accusation. Selon le modèle de cet adage qui dit « Lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage ». Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le chien négrier colonialiste ne change jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Afrique libre et prospère. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.